Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue aux citoyens et citoyennes qui sont présents en salle, à la salle du Conseil. Bienvenue à vous à la maison. Alors, ce soir, m'accompagne Mme Myriam Coder, greffière adjointe. Et Mme la greffière, on a un ordre du jour qui est modifié ce soir. Effectivement, Madame la mairesse, si vous me permettez, on ajouterait à 6.2 les projets de PPC-, donc nous en avons 5. Le premier et le deuxième sont sur la même rue, donc c'est l'adoption du premier projet de résolution concernant la construction d'un immeuble de 6 logements en structure isolée sur la rue Montrose. On a un premier projet sur les lots 2 694 918 à 921 et un deuxième projet sur le lot d'en face, les lots 6 294 932 à 935. Ensuite, nous avons en 6.2.3 l'adoption du premier projet de résolution concernant la construction de 3 bâtiments commerciaux de type mini-entrepôt sur l'avenue Provencher, dans le quartier d'Arnfield. En 6.2.4, l'adoption du premier projet de résolution concernant l'entreposage extérieur de matières granuleuses de type E au 579 boulevard Témiscamingue. Et en 6.2.5, l'adoption du premier projet de résolution concernant la transformation d'une résidence de type chalet en résidence unifamiliale permanente dans le secteur du lac Favrillant à Évin. Ensuite, au point 7.1.4, nous avons l'ajout de la création d'un poste de médiateur culturel et littéraire à la bibliothèque. Et en 7.5, l'autorisation à I Am Gold, corporation pour réaliser des relevés cartographiques et de l'échantillonnage au marteau sur les lots 4 820 379 et 4 821 205 dans le rang du parc, et ce jusqu'au 31 octobre 2025. Ensuite, en avis de motion, nous avons l'ajout du règlement modifiant le règlement de zonage 2015-844 afin d'agrandir la zone 7117 à même la zone 5090 dans le quartier de Granada. Et pour les règlements, nous avons l'adoption du second projet de règlement 2025-1386 modifiant le règlement de zonage 2015-844 afin de prolonger la période de vente du marché public et de permettre un plus grand nombre d'usages complémentaires à un usage agricole. Et finalement, en 15.4, nous avons le projet de règlement de zonage dans le quartier Granada qui est en avis de motion précédemment. Alors, pour cet ordre du jour modifié avec ces ajouts, un proposeur. J'en fais la proposition, Réal Beauchamp. Je l'appuie. Monsieur Girard appuie. L'approbation du procès-verbal de notre dernière séance régulière tenue le 14 juillet 2025. Un proposeur. J'en fais la proposition, Claudette Carnian. Et je l'appuie, Yves Trollet. Merci beaucoup. En trois, on a ce soir la présentation du rapport annuel 2023-2024 du service des incendies de la ville de Rouyn-Noranda. Et je reçois ce soir M. Stéphane Royer, directeur de la sécurité incendie à la ville, qui va nous faire la présentation du rapport annuel. Merci d'être là, M. Royer. Alors, je vous laisse la parole. Merci, Mme Dallaire, conseillère et conseiller. Premièrement, le rapport, la présentation du rapport d'activité de ce soir est reliée à les obligations de la loi sur la sécurité incendie. L'objectif de la présentation, c'est de le proposer au Conseil pour, par la suite, avoir une résolution pour le soumettre au ministère de la Sécurité. Si on fait l'état des effectifs au 31 décembre 2024, le rapport d'activité, il est sur 2 ans, 2023 et 2024, mais le bilan des effectifs au 31 décembre 2024, on l'a divisé en deux sections. On parle de la caserne 1, qui est la caserne centrale, la caserne de Noranda. Puis on parle aussi des différents quartiers au niveau de la ville. On constate une stabilité des effectifs dans les quartiers de Arnfield, plus problématique au niveau des quartiers de Arnfield, Montbéliard, Bellecombe, Cadillac, Montbrun et Clarissie, excusez. Tous ces quartiers avec les casernes, mais peu de pompiers qui s'impliquent. Cependant, on réussit à combler les effectifs actuels. Mettons, exemple, on a 2 pompiers à Arnfield, bien, on va réussir à combler année après année les effectifs. Dans le cas d'Arnfield, si vous pouvez tout regarder, ce n'était pas un bon exemple, c'est 0 pompiers disponibles actuellement à Arnfield. L'objectif à travers ça, c'est de présenter l'état de la situation pour par la suite mettre aussi des mesures pour améliorer la situation. Avec l'état des effectifs au 31 décembre, on constate une stabilité en général sur le territoire, mais difficile de renouveler ou d'augmenter les effectifs. Si on va au niveau du recrutement,
Bon, si on va au niveau du recrutement, année après année, avec le service des communications de la Ville, on a beaucoup d'efforts pour faire des recrutements. Principalement aussi, il y a des campagnes de sensibilisation, des journées portes ouvertes où on accueille les gens pour montrer c'est quoi le métier de pompier, pour davantage recruter de gens dans les secteurs où il y a aussi à la caserne principale. Depuis 2016, les embauches comblent les départs, mais ne permettent pas d'augmenter le nombre de pompiers dans une majorité des quartiers. Par contre, quand on parle de la caserne de Noranda, c'est facile pour le recrutement. Beaucoup d'intérêt, beaucoup de gens, plus de population aussi pour augmenter les effectifs dans ces quartiers. Si on va au niveau de la reconnaissance, en 2023, il y a eu une soirée de reconnaissance pour les efforts déployés par nos pompiers au niveau de la formation aussi, au niveau des années d'ancienneté. Une soirée de reconnaissance à la fin de l'année 2023 qui a permis de remettre 150 diplômes à une quarantaine de pompiers, en plus d'une cinquantaine qui ont reçu une reconnaissance pour les années de service. On parle maintenant de formation. Au niveau de la formation, Rouyn-Noranda, pôle régional en matière de formation via l'École nationale des pompiers. Une fierté pour le service incendie ainsi que pour la ville de Rouyn-Noranda. Ça nous permet de développer nos pompiers à même nos instructeurs qualifiés. Donc, quand on fait du recrutement, par la suite, on peut former nous-mêmes avec nos instructeurs qualifiés de l'École nationale des pompiers, nos pompiers ici même, sans les envoyer à l'extérieur. Au total, 113 diplômes ont été remis quand on parle de la période 2023 et 2024. 113 diplômes ont été remis dans le cadre de différentes formations, dont la majorité ont été offertes ici même à Rouyn-Noranda par nos instructeurs accrédités de l'École nationale des pompiers. Il y a différents volets au niveau des programmes de formation qu'on donne. Il y a le programme de formation pompier 1, pompier 2, toutes les spécialités aussi, quand on parle de désincarcération, matière dangereuse, c'est tous des programmes de formation qu'on donne ici même à Rouyn-Noranda. Suite au programme de formation, on parle de maintien de compétences. Un coup que les gens ont leur formation, il faut maintenir cette compétence-là à jour. Donc, on a des programmes, un programme de maintien de compétences qui est relié aux différentes spécialités de chacun de nos pompiers. On peut parler de pompier 1. Il va y avoir un exemple comme port d'appareil respiratoire, un entraînement qui va être pour le port d'appareil respiratoire lors des interventions. Selon la qualification de nos pompiers, un pompier en maintien de compétences peut aller jusqu'à 100-150 heures de maintien de compétences annuellement. Un pompier temps partiel, il y a 100 à 150 heures de maintien de compétences à faire selon son implication puis selon ses spécialités. Si on va au niveau du schéma de couverture de risque, l'objectif numéro 1, la prévention. Lorsqu'on parle de prévention, on a différents programmes de prévention qui sont mis en place. Si on prend les principaux, on parle de campagne annuelle des avertisseurs de fumée. Il y a des objectifs à l'intérieur de ça qui sont fixés dans le schéma de couverture de risque. On va l'appeler le projet de schéma de couverture de risque parce qu'il est en cours Acceptation. Oui, c'est ça, d'acceptation. On a la campagne des avertisseurs de fumée. Annuellement, en 2023, on prévoyait, total 2023-2024, on prévoyait 7 490 visites d'inspection dans les résidences pour les avertisseurs de fumée, s'assurer qu'ils sont conformes. L'objectif n'a pas été tout à fait atteint, mais 6 919 visites ont été effectuées. La révision du programme en 2024 a fait en sorte qu'on a augmenté le nombre de portes puis le nombre de fréquences qu'on va faire dans les quartiers. Les quartiers les plus éloignés, où il y a moins de pompiers disponibles, où le délai d'intervention est plus élevé, on s'assure que l'avertisseur de fumée soit vérifié plus fréquemment. Lorsqu'on n'atteint pas l'objectif, par la suite, l'année d'après, on augmente l'objectif. On a une année qu'on dit, écoute, là, il nous manque pratiquement 400 portes. L'année d'après, l'objectif va être élevé en conséquence pour atteindre l'objectif, faire du rattrapage. Au niveau des inspections des risques à moyens, un total 2023-2024, on visait 432. Tantôt, on va voir les catégories de risques rapidement. Je vais vous expliquer c'est quoi la différence entre les catégories de risques. On prévoyait 432 inspections. L'objectif a été dépassé. On a fait 512 inspections. Les inspections des risques élevés et très élevés, on prévoyait 296 au total pour les 2 années. On a effectué 297 visites. Si on parle d'exercices d'évacuation dans les résidences privées, les RPA, on prévoyait 18 inspections. Il y en a eu 17. Une parce que c'était problématique au niveau
pour l'accessibilité. Dans le fond, il y en a une qu'on n'a pas faite cette année-là, mais qu'on a faite au début de l'année 25 pour faire du rattrapage. Toujours au niveau de la prévention, on va changer toujours au niveau de la prévention. Il y a différentes activités qui sont faites aussi qui ne sont pas nécessairement quantifiées en nombre, mais qu'on fait à la demande des citoyens. Exemple, éducation du public, CPE, visite des demandes de garderie qui demandent un exercice de prévention à l'intérieur de leur activité. Comme aussi au niveau de l'éducation du public, excusez, l'accompagnement lors des organisateurs au niveau de l'événementiel. Exemple, Sico en Lumière, on va participer, on va accompagner les organisateurs pour que l'événement respecte la sécurité et mettre des recommandations. Au niveau des plans d'intervention préconçus, ce qui nous permet d'intervenir dans un bâtiment avec un plan d'intervention qui est préconçu. On sait la localisation des systèmes de raccordement pour l'autopompe incendie. On a effectué, sur un objectif de 26, on a effectué effectivement 26 plans d'intervention. Tantôt, je parlais des catégories de risques au niveau de la prévention. Un risque faible, la fréquence d'inspection, on l'a déterminé sur 3 à 5 ans. Un risque faible, on parle d'un hangar, d'un garage, d'une résidence unifamiliale. C'est catégorisé comme un risque faible. Au niveau des risques moyens, la fréquence d'inspection, tous les risques moyens sur le territoire, on les fait sur une période de 8 ans, mais on les fait à 2 reprises parce qu'on fait aussi la vérification des avertisseurs fumés à l'intérieur. Fait que dans 8 ans, on passe 2 fois, une fois pour l'avertisseur de fumée, une fois pour, exemple, inspecter les corridors communs si un système d'alarme d'incendie est requis. C'est généralement des résidences, des immeubles de 8 logements ou moins, maisons de chambre 5 à 9 chambres pour les risques moyens. Si on parle du cycle pour les autres risques, les autres catégories de risques, on parle de risques élevés, risques très élevés. C'est selon la catégorie de risque. Exemple, un RPA, on va passer à toutes les années faire des exercices d'évacuation. Fait que ça peut être 1 an, 4 ans, 5 ans pour les risques élevés, très élevés, qui sont généralement des établissements commerciaux, des établissements d'affaires, des immeubles à logement de 9 logements et plus, les hôpitaux, les centres d'accueil, les résidences supervisées, juste pour donner quelques exemples pour qu'on puisse voir la catégorisation de nos risques sur le territoire. Suite à la prévention, on tombe aux interventions. Le volet intervention, on peut constater les différentes natures d'intervention que le service incendie offre à la population, le service qu'il offre à la population. On peut constater qu'il y a une légère augmentation. Là, on parle de 37 interventions supplémentaires là, de 2023 à 2024. Relié principalement au système d'alarme en fonction et au risque électrique. Le système d'alarme en fonction sans incendie ou ben des risques électriques comme un arbre, des branches tombées sur un fil. Des fois, ça mobilise un groupe d'appel complet, d'autres fois, ça mobilise juste le personnel de garde interne. Les principales augmentations sont avec ces 2 interventions-là. Au niveau des incendies de bâtiments, 2023 versus 2024, on est en baisse de 18 interventions, soit 24 comparativement à 42. Si on regarde l'historique des années antérieures, on parle généralement d'une 40aine d'interventions annuelles pour les années antérieures. L'année passée, ça a été une année moins achalandée, 18 incendies de bâtiments. Si on prend au niveau des interventions, la répartition des interventions, on les répartit sur le territoire pour savoir c'est où la majorité des interventions ont lieu. Ça permet de constater que sur 1041 interventions, on parle de 2023-2024, toutes interventions confondues, 73% sont dans 4 quartiers, soit Rouyn, Noranda, Évin et Granada. C'est les quartiers où il y a plus de citoyens aussi, donc c'est normal qu'on va voir pourquoi tantôt. Là. Généralement, c'est l'humain qui est en cause d'un incendie, fait que s'il y a plus d'humains, on va le voir dans les prochaines slides. Toujours au niveau des interventions, pour pallier aux effectifs, pour augmenter aussi, optimiser le déploiement des ressources. Il y a eu des ententes d'entraide effectuées avec des municipalités limitrophes, qui sont aussi des obligations du ministère de la Sécurité publique. Ce que le ministère exige, ce
que la Ville a adopté aussi, c'est le service le plus rapide doit répondre à l'intervention. Donc, si on prend le secteur de Cadillac, Pressac, c'est sûr que oui, il y a des pompiers à Cadillac, et on n'a pas assez de pompiers pour atteindre la force de frappe. Donc, on doit optimiser le déploiement des ressources. De l'optimisation, il y a eu des ententes qui ont établi, que la Ville a établies avec Pressac, Rivière-Éva, Nédelec, pour le secteur plus au sud, Poulary, Saint-Germaine pour le secteur plus au nord, comme Destar, Saint-Germaine et Poulary du Parquet sont plus rapides que la caserne de Clérici-Montbrun jusqu'à l'atteinte de la force de frappe. La force de frappe, c'est le nombre de pompiers à déployer pour une intervention sur un risque à faible. Des ententes ont été élaborées pour s'assurer que le service incendie le plus rapide intervienne lorsque requis. On les voit. Au niveau des interventions, à partir du moment qu'il y a eu des ententes, c'est sûr qu'on a fait appel à d'autres services incendies. Si on prend le bilan de 2023 et 2024, il y a Pressac, en 2023, 6 interventions qui ont été déployées sur notre territoire. En 2024, 15 interventions. Rivière-Éva, 5 interventions sur notre territoire et 8 en 2024. Pour les autres services, les ententes ils datent de cette année, donc ça va être des chiffres qui vont être élaborés au cours des prochaines années. Toujours au niveau des interventions, le lieu d'origine des interventions, année après année, ça demeure dans la cuisine. Généralement, c'est des accidents reliés à la cuisson ou à un comportement humain. 65% des interventions sont encore dans la cuisine. Année après année, le constat est le même. C'est sûr qu'on met des mesures de sensibilisation, des campagnes publicitaires pour éviter, mais généralement, l'humain est relié. C'est dans la cuisine que ça se passe, 65% de nos interventions. Les autres c'est réparti. Là, ça peut être, par exemple, dans la salle de bain, un autre lieu dans le résidentiel, dans les chambres à coucher ou dans le salon, la salle de séjour. Toujours au niveau des causes probables des incendies de bâtiments, 2023-2024, ce qu'on constate, c'est 53% sont causés par la négligence humaine, incluant les incendies suspects. Il y a un humain en arrière qui fait un geste, qui fait en sorte que l'incendie va se déclarer. C'est 53% des causes qui sont suite à la négligence humaine. On regarde l'évolution des pertes reliées aux incendies. Si on regarde la tendance linéaire depuis 2020, on constate une baisse des pertes matérielles. En 2023, on parlait de 3,7 millions et en 2024, 1,8 millions. C'est sûr qu'il y a eu moins d'incendies en 2024, mais en moyenne, historiquement, c'est alentour de 3,5. On a eu une année 2020, là, 5 millions, mais ça peut être un incendie de grande ampleur comme un garage ou quelque chose comme ça. Au niveau de la force de frappe, pour le déploiement des ressources, on parlait de la force de frappe tantôt, c'est le nombre de pompiers déployés initialement. L'atteinte de la force de frappe est à 75%. On voit, par exemple, en 2024, si on prend la moyenne de 2023-2024, on avait 69% en 2023. L'amélioration de notre garde interne fait en sorte qu'en 2024, ça a été augmenté à 81%. Les raisons générales de la non-atteinte de la force de frappe, c'est la disponibilité du personnel, la météo extrême, l'hiver, moins 40, il faut partir de la maison, les véhicules, refroidir, les conditions de la route, la glace, peu importe. Ou ben non, un incendie éteint avant l'arrivée des pompiers. C'est quand même un incendie de bâtiment, mais c'est un citoyen qui va appeler. J'aimerais ça que les pompiers viennent vérifier si c'est vraiment bien éteint. Fait qu'on va se déplacer souvent en mode non urgent parce que ça peut faire 4-5 heures que l'incendie, ou ça peut être la demande de la Sûreté du Québec qui dit aux pompiers, vous vérifiez voir si l'incendie est vraiment éteint. Donc, la force de frappe est admissible, mais on ne l'atteint pas parce qu'on ne déploie pas les ressources. On parle des systèmes d'alarme en fonction. Tantôt, on voyait la progression de l'augmentation des systèmes d'alarme en fonction. L'année dernière, il y a eu une grosse campagne de sensibilisation impliquant aussi des médias pour justement sensibiliser les gens au niveau de la campagne de prévention sur l'entretien et le positionnement des systèmes d'alarme pour s'assurer que ça ne déclenche pas pour rien.
En moyenne, pour les 5 dernières années, les coûts reliés au système d'alarme en fonction sans incendie, on parle d'environ aux alentours de 200 000. Et en 2024, le coût était de 285 000 pour les systèmes d'alarme incendie sans incendie. C'est un déplacement des ressources qu'on déplace comme s'il y avait un incendie de bâtiment pour arriver là. Puis souvent, c'est des erreurs là, de clavier NIP ou justement de la fumée au niveau de la cuisson ou un mauvais positionnement des avertisseurs de fumée. Ce qu'on vérifie lors de nos campagnes annuelles de prévention, on s'assure du bon positionnement, du bon fonctionnement. Par la suite, oui, il y a l'incendie, mais il y a on appelle ça d'autres types de sinistres sur le territoire reliés à notre équipe spécialisée. On parle de sauvetage en milieu isolé. Exemple, une personne qui fait de la motoneige, qui a un accident dans un sentier, fédéré ou non fédéré, bien, les services incendies vont intervenir. Si on regarde au niveau des sauvetages en milieu isolé, 2023-2024, en 2023, 13 interventions et 7 en 2024. Toutes les différentes spécialités, si on prend le total, en 2023, 23 interventions reliées à l'équipe spécialisée et en 2024, 14. Fait qu'il y a eu aussi une baisse au niveau des interventions de l'équipe spécialisée. Dans le schéma de couverture de risque, on doit mettre un plan de mise en œuvre. Dans le projet de schéma de couverture de risque, on a mis un plan de mise en œuvre qu'on respecte, même si le projet actuellement est sous voie d'être adopté par les ministres. Donc, si on regarde toutes les interventions, je vois juste tout ce qui est relié au schéma de couverture de risque, qui est, je vais nommer les quelques grandes lignes, c'est disponible si vous voulez le consulter en entier. Et ça permet de constater, de voir les activités reliées au plan de mise en œuvre, schéma de couverture de risque, programme d'amélioration des points d'eau. Exemple, on met en place de l'amélioration pour l'accessibilité en eau pour les services incendies. L'entretien et le remplacement des équipements, incluant les véhicules d'intervention. C'est toutes les activités qu'on met pour assurer la pérennité du service incendie, incluant la formation, le maintien de compétences, sont incluses là-dedans. Fait qu'on le voit, réservoir 55 000 litres, borne sèche, camion, pompe-citerne, remplacement de véhicules d'élévation, les inspections des véhicules. On prend aussi remplacement toujours des véhicules, compresseurs d'air respirable et les appareils respiratoires. On doit mettre des programmes de vérification, de remplacement. C'est relié au schéma de couverture de risque. Le remplacement a été effectué. 103 appareils respiratoires ont été remplacés. Les habits de combat, maintien des habits de combat, remplacement des habits de combat, système de communication. Sur les interventions, les pompiers doivent se faire comprendre et comprendre les directives. Donc, il y a un entretien qui se fait là-dessus. Les appareils de détection, tout ce qui est incendie est vérifié et on a des programmes mis en place là, pour s'assurer du bon fonctionnement. Toujours relié au plan de mise en œuvre. En conclusion, si on regarde l'état de la situation avec les recommandations qu'on peut faire pour les prochaines années, puis de quoi qu'on a parlé, le recrutement dans les quartiers, ça demeure un enjeu important. On doit réussir à rejoindre les citoyens des quartiers puis dire on a besoin de pompiers dans les quartiers. Ça va réduire notre délai de mobilisation, on va être plus rapide. La décontamination, on a des projets de décontamination aussi pour les pompiers. Le risque de cancer chez les pompiers est plus élevé que dans les autres métiers. Donc, il y a des projets à valider au niveau de la décontamination après intervention. Historiquement, on disait un pompier, c'est beau quand c'est noir, c'est sale, mais aujourd'hui, c'est le contraire. Il faut qu'il sorte de l'intervention et qu'il soit propre. L'étude sur le positionnement des casernes permettra d'optimiser le déploiement des ressources. Il y a une étude en cours pour le déploiement des ressources, le positionnement, des casernes qui va permettre d'améliorer le déploiement. L'étude sur les communications radio permettra aussi d'améliorer la couverture des ondes et la nouvelle technologie. C'est tout relié au plan de mise en œuvre et au schéma de couverture de risque. Il y a des questions? Je ne sais pas s'il y a des questions en lien avec la présentation. Merci beaucoup, M. Royer. Puis ce qu'on retient, ça va prendre une résolution pour adopter le rapport. Mais ce qu'on retient, c'est l'importance
de passer le message aux personnes intéressées à devenir pompiers. Ouais, Le effectivement. recrutement, c'est un problème. C'est un problème particulièrement dans nos quartiers ruraux. Pour les gens qui seraient intéressés à avoir de l'information sur toute la formation requise, ils n'ont qu'à communiquer avec votre Juste service. appeler au service monsieur. incendie. Aussi, on offre une soirée d'information à l'automne. À l'automne, une soirée d'information à surveiller, mais c'est important, les personnes qui veulent s'impliquer. Puis, un rappel, on l'avait fait à quelques reprises, mais d'éviter, on tente d'éviter le plus possible les fausses alarmes. C'est sûr que ça a un coût, vous l'avez mentionné, mais aussi pendant que vous êtes mobilisé pour une fausse alarme, il peut arriver une vraie demande d'intervention où là, les équipes... Donc, de porter une attention particulière à ce niveau-là. Et sinon, bien, je vous remercie pour l'excellent travail. Et puis, je vais le mentionner aussi avec l'incendie aussi survenu au centre hospitalier. Alors, merci et félicitations à toute votre équipe, M. Royer. Donc, ça prend une résolution au proposeur. J'en fais la proposition. Je l'appuie, Claudette Carnian. Alors, merci, c'est adopté. Merci beaucoup, Merci. M. Royer. Merci. Alors, j'accueille Mme Hélène Pius en remplacement de notre directeur général, François Chevalier. Donc, Mme Pius, qui est directrice des travaux publics. Merci d'être là ce soir. C'est à vous. Alors, au niveau des dossiers politiques, rapidement, je veux justement dire un mot en lien avec l'incendie, justement, à l'hôpital. Suivant le rapport, là, on peut un mot sur le triste événement qui est survenu le 14 juillet dernier. Alors, on veut féliciter, bien sûr, remercier toutes les personnes, employés et organismes impliqués de près ou de loin lors de l'évacuation. Notre service incendie aussi, bien sûr. Je tiens à souligner tout le travail incroyable du CISAT, la collaboration de tous les employés, les professionnels, la direction. La collaboration est vraiment digne de mention. On a beaucoup apprécié aussi la conférence de presse de vendredi dernier où Mme Roy a pu donner toute l'information sur la situation actuelle et le plan de rétablissement. Nous sommes confiants de retrouver éventuellement l'entièreté des services qui étaient offerts chez nous. C'est d'une importance capitale. Alors, bravo pour tout ce travail-là. Puis j'en profite pour remercier tout le personnel des autres centres hospitaliers en région qui mettent la main à la pâte pour accueillir nos gens. On était à même de le constater. Alors, un merci sincère, puis on demeure, bien sûr, informé du dossier, puis l'évolution et des services qui vont s'ajouter. Mais on est confiant de ne pas perdre d'acquis, que nos services seront tous à retrouver en place d'ici quelques mois, quelques semaines pour certains, puis quelques mois à ce qu'on a compris. Alors, merci encore. Je veux aussi parler du dossier de la fonderie Horn, bien sûr. Donc, à la suite de la sortie de la fonderie Horn, concernant sa demande d'ajuster le calendrier pour atteindre la cible de 15 nanogrammes d'arsenic, et de se soustraire à l'atteinte de la norme de 3 nanogrammes, le Conseil municipal presse le gouvernement du Québec d'agir dans l'intérêt des citoyens de Rouyn-Noranda. Nous avons officiellement interpellé le premier ministre du Québec afin qu'un suivi rigoureux, transparent et constant soit assuré dans ce dossier d'importance majeure. Plus précisément, nous avons demandé la relance immédiate du comité interministériel chargé de suivre ce dossier et de la pleine implication de la santé publique, tant au niveau régional que national. Le comité interministériel, rappelons-le, avait été mis en place en amont du renouvellement de l'autorisation ministérielle de la fonderie. Il regroupe notamment le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques de la faune des parcs, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi que le ministère de la Santé et des Services sociaux. Tous ces partenaires ont un rôle fondamental à jouer dans l'analyse des demandes formulées par la fonderie Horn. Ils doivent évaluer les conséquences que pourraient entraîner de nouveaux délais sur la santé et la qualité de vie de la population de Rouyn-Noranda. Notre objectif est clair. Nous souhaitons que les efforts de réduction des émissions se poursuivent activement dans un cadre encadré par l'État.
C'est pourquoi nous avons adressé une correspondance officielle au premier ministre pour lui faire part de nos attentes à cet égard. Je le redis avec conviction, la Ville veut des solutions viables à long terme qui permettent la modernisation des activités industrielles dans un environnement urbain sain, respectueux de sa population. La fonderie est un acteur économique important pour Rwanda et nous sommes persuadés qu'il est possible de cohabiter. Et dans cet esprit, nous tendons la main à tous les acteurs concernés pour bâtir ensemble un modèle équilibré, un modèle qui favorise la cohésion sociale, protège la santé publique et assure la vitalité économique de notre ville. En parallèle de cette démarche, je tiens à souligner que la Ville travaille activement sur plusieurs fronts importants afin d'améliorer la qualité de l'environnement et la qualité de vie de nos citoyens, en particulier ceux qui sont les plus touchés par les émissions de la fonderie. C'est important de le rappeler, tout le travail qui se fait. Le projet de relocalisation des citoyens de la zone tampon progresse bien. Le développement des secteurs visés pour la relocalisation se poursuit aussi. Puis dès cet automne, débutera le processus d'attribution de certains terrains. Notre programme aussi complémentaire de soutien à l'acquisition et à la construction est maintenant disponible. Alors, notre équipe de relations avec le milieu est à l'écoute des citoyens et les accompagne avec attention et sensibilité dans chaque étape de ce processus. Par ailleurs, aussi, mentionnons que notre service d'ingénierie, en collaboration avec l'équipe des parcs et la Société du Centième, poursuit le travail sur le projet de legs du centenaire. Ce projet structurant aura un effet direct sur l'amélioration de la qualité de l'eau du lac Otsiko. D'ailleurs, plusieurs autres initiatives sont actuellement en cours tout autour du lac, notamment grâce, bien sûr, au collectif Territoire, avec pour objectif de réhabiliter ce secteur emblématique au bénéfice de l'ensemble de la communauté. Certains projets aussi visant la valorisation du quartier du Vieux-Noranda sont aussi débutés. Une ressource a d'ailleurs été engagée pour assurer la réalisation des projets du comité du Vieux-Noranda. Enfin, je tiens à réaffirmer la confiance de la Ville envers nos institutions publiques, tant régionales que nationales. L'avenir de Rwanda repose sur une collaboration franche, structurée et soutenue entre l'ensemble des parties prenantes, incluant, bien entendu, aussi la Fonderie Homme. Alors, je vous remercie de votre attention. C'est le mot que je souhaitais vous adresser ce soir au niveau politique. Nous en sommes aux demandes des citoyens. On n'a pas reçu de demande par courriel, Madame la greffière, non. Alors, si vous êtes présent dans la salle, vous souhaitez vous adresser au Conseil, nous sommes là pour vous écouter. Bonsoir, Jennifer Ricard-Turcotte pour Maroufron, Rouyn-Noranda. Est-ce que le micro On n'entend fonctionne? pas? Ou... Oui, d'accord, ça fonctionne. Ça fonctionne? Oui. Écoutez, je pensais faire un préambule un peu plus grand à ma question, là, mais vous venez de dresser le portrait de la situation. Vous ne m'entendez pas? Non. Puisque sinon, il faut que j'y touche. Oui, OK, d'accord. Je vais tenter de parler plus fort. C'est mieux comme ça. Bon, donc, à Maroufron, nous avons été profondément préoccupés et j'irais jusqu'à dire indignés là, d'apprendre dans la presse par un article de Jean-Thomas Léveillé que la Fonderie Homme comptait demander non seulement des délais supplémentaires pour atteindre les cibles de l'autorisation ministérielle, mais aussi d'être exempté là, de respecter la norme québécoise pour l'arsenic. Donc, ma question est la suivante. Là. Nous aimerions, dans un souci d'intérêt public, que vous rappeliez les ajouts qui ont été faits le 8 août 2022 à la résolution adoptée un petit peu plus tôt, là, le 13 juin 2022, dans le dossier de la qualité de l'air. Pourriez-vous nous rappeler la position de la Ville concernant l'atteinte des normes? Bien, là, la résolution... As-tu le texte? Je n'ai pas le texte de la résolution. Tu dois peut-être avoir le texte de la résolution. Bien, j'imagine que vous vous rappelez peut-être la position qui avait été prise. Bien, la Ville, la position de la Ville, c'était de
bon, écoutez, on a déposé un mémoire et c'était vraiment de poursuivre les travaux, de déposer, on était d'accord avec le fait d'atteindre le premier 15 nanogrammes pour l'autorisation et de poursuivre les travaux, de déposer un plan qui viserait l'atteinte des normes. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Est-ce que Parce que, tu sais, je veux dire, le but, là, c'est quoi? Juste être plus précis sur ce que vous voulez entendre. Là. Ben non, ben Parce en qu'on a fait... je dois avoir... on a fait beaucoup d'interventions dans le dossier. Fait que je vais juste préciser ce que vous souhaitez Oui. entendre. Ben en fait, tu sais, moi je suis allée ressortir là, l'élément de la résolution qui m'intéressait là, c'était justement ce qui concernait l'atteinte des normes. Donc, il était écrit dans cette résolution là que le plan d'action de Glencore pour les activités de la fonderie Horn vise l'atteinte des normes environnementales en vigueur pour l'ensemble des métaux lourds et des particules fines rejetées dans l'air, et ce le plus rapidement possible. Donc, je me demandais, est-ce que votre position, est-ce que la position de la Ville est encore que la fonderie atteigne... Depuis le début, la position a toujours été la même, puis à chaque fois qu'on vous a reçu, on a répété les mêmes choses, mais c'est clair que c'était aussi pour l'ensemble des métaux, merci de me le rappeler. C'était bien sûr de viser les normes pour l'ensemble des métaux le plus rapidement possible. Mais je voulais juste vous l'entendre dire là, que votre position, c'était encore de demander qu'il y ait une atteinte pour la norme de 3 nanogrammes d'arsenic. C'est de viser les normes le plus rapidement possible pour l'ensemble des métaux. C'était la position de la Ville. Et c'est partagé par l'ensemble des... C'est parce que c'est partagé. Bien, parfait, je vous remercie. D'accord. Oui, bonjour, Anne Falardeau, maire au Front. Alors, dans les médias, la semaine dernière, on a entendu 2 candidats à la mairie dire qu'il pourrait être raisonnable d'accorder un délai à la fonderie Horn pour l'atteinte de la norme québécoise de 3 nanogrammes par mètre cube d'air. Considérant que la fonderie a été sous examen pour le programme de réduction des rejets industriels au début des années 2000 pour mener à la première attestation d'assainissement en 2007, que dès 2004, un comité interministériel formé de la santé publique et du ministère de l'Environnement voulait forcer la fonderie à atteindre une cible de 10 nanogrammes par mètre cube en 18 mois, que les actions posées par la fonderie Horn dans les 2 dernières années, l'asphaltage, les dômes d'entreposage, des poussiéreurs, étaient déjà recommandés dans le rapport d'un consultant en 2006, considérant que l'arsenic est un cancérigène sans seuil, que dès qu'on est exposé, il y a un risque pour la santé, qu'un enfant né en 2023 est exposé à un risque 94 fois supérieur au risque qu'on vise au Québec pour une société juste et équitable. Dans ce contexte, nous demandions si le Conseil partageait la position dont nous a fait part 2 candidats et s'il trouvait raisonnable d'accorder des délais supplémentaires à la fonderie, et si oui, en quoi ce serait raisonnable? Bon, là, ce que je vais vous dire tout de suite d'emblée, d'entrée de jeu, parce que là, vous avez ici la position du Conseil, si vous voulez vous adresser aux candidats, bien, ce sera dans un autre moment. Maintenant, pour le Conseil, le Conseil a toujours dit qu'on n'était pas des spécialistes. On ne va pas s'improviser non plus ce soir spécialistes. On a toujours dit qu'on faisait confiance à nos institutions publiques. Et en ce qui a trait au délai, quand on parle qu'on a demandé la relance immédiate du comité interministériel, c'est justement parce que concernant les délais, et à savoir si ça compromet la santé, le 18 mois, ces choses-là, on veut entendre la santé publique sur ce dossier-là. Le comité interministériel, on a besoin d'entendre nos institutions. Alors, c'est clair que nous, on ne va pas s'improviser spécialiste là-dedans. C'est une des questions qui va être adressée là, à nos institutions. Bien, sans devenir des spécialistes, oui, mais allez-y. Mais... Je pense que vous pouvez nous dire quand même si vous pensez que c'est raisonnable ou non d'attendre et de repousser toujours. Bien, parce que c'est ça qui est demandé. Et on les a déjà eu, les informations. La santé publique avait dit, oui, OK, c'est raisonnable,
si ça se fait de la façon actuelle. Parce qu'on veut être fin avec la fonderie, là. C'était ça le message. Non, là, Fait que non. ça, c'était pas vous, là. C'est pas vous. Non. Mais c'était un peu ça quand même, là. Fait que Ouais. Ben, écoutez, ce que j'ai dit aussi dans les médias à quelques reprises quand il a été annoncé des possibles délais supplémentaires, bon, je suis obligé de dire que dans plusieurs projets majeurs de certains contracteurs ou même à la ville, que je pense au centre aquatique, un exemple, ça arrive que des délais additionnels des projets majeurs arrivent. Fait que, fait que ça arrive. Maintenant, là, on parle de la santé de nos gens. Là, c'est autre chose, là. Alors, ce qu'on a dit, c'est que c'est vraiment, on n'est pas des spécialistes, on a besoin qu'on nous confirme que ce délai-là ne vient pas impacter la santé de notre population. Et ça, c'est pour ça qu'on s'est adressé au premier ministre, c'est d'une importance cruciale, la relance du comité interministériel, parce qu'on est à un autre niveau où on a besoin vraiment d'entendre nos instances formellement là-dessus. Alors, c'est la réponse que je vous fais. merci. Merci. Parce que le comité interministériel, on souhaite vraiment un travail, une évaluation plus concertée et rigoureuse des demandes qui sont faites par la fonderie. Alors, en assisant tous les ministères concernés, on aura leur juste sur la situation. Puis pour nous, c'est d'une importance capitale. Il faut qu'on nous confirme que la santé de nos gens ne sera pas impactée par ces délais-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Est-ce qu'il y a des élus qui vous souhaitaient ajouter? Ça va? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions du public? Bien, sinon, je vous remercie beaucoup de vos interventions. Nous en sommes, Mme Carignan, aux dérogations mineures et aux demandes de PPC Moi. Oui, donc j'y vais avec la première demande de dérogation au 301 avenue Bonaventure, présentée par Mme Denise Pilon et M. André Gervais. Un avis favorable du CCU relativement à l'installation d'une piscine et d'un écran d'intimité en cours avant. Je vais avec les favorables. L'autre dérogation au 27 avenue de l'Église, présentée par Fabrique Saint-Bernard-des-Vins. Un avis favorable du CCU relativement à la subdivision cadastrale visant à créer 2 lots distincts, dont l'un d'eux aurait une largeur de 7 mètres. Et j'en fais la proposition pour les 2 recommandations favorables. Et je l'appuie. Sébastien Côté. La suivante, au 191-195, avenue Frédéric-Hébert, présentée par M. Normand Godet. Un avis défavorable du CCU relativement à l'aménagement d'une case de stationnement. Cette dérogation défavorable a été discutée et revue par le Conseil avec de nouveaux éléments. Donc, cette demande de dérogation devient favorable avec condition sur du verdissement concernant cette demande d'ajout de stationnement. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? Donc, une recommandation favorable conditionnelle à des conditions de verdissement? Oui, et j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci. Donc, au 6.2, avec les projets particuliers de modification d'occupation d'un immeuble pour les PPC-. Donc, la première demande, une adoption du premier projet de résolution concernant la construction d'un immeuble de 6 logements en structure isolée sur la rue Montrose, pour les lots 6 294 918, 6 294 919, 6 294 920 et 6 294 921. Donc, je vais faire les deux demandes de la rue Montrose. L'adoption du premier projet de résolution concernant la construction d'un immeuble de 6 logements en structure isolée sur la rue Montrose. Donc, cette fois-ci pour les lots 6 294 932, 6 294 933, 6 294 934 et 6 294 935. Et pour ces 2 projets de résolution, j'en fais la proposition.
Et je l'appuie. Merci. Le suivant, l'adoption du premier projet de résolution concernant la construction de 3 bâtiments commerciaux de type mini-entrepôt sur l'avenue Provencher, soit le lot 6 655 706 dans le quartier d'Anfield. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Excusez. Adoption d'un autre projet de résolution, premier projet de résolution concernant l'entreposage extérieur de matières granuleuses de type E au 579 boulevard Témiscamingue. Et j'en fais la résolution. J'en fais la proposition, excusez. Et je l'appuie. Merci. Donc, la suivante, l'adoption du premier projet de résolution concernant la transformation d'une résidence de type chalet en résidence unifamiliale permanente dans le secteur du lac Flavrian, quartier des Vins. L'adoption de cette résolution inclut des conditions particulières pour oui. l'acceptation de la transformation en résidence. Oui. Ils sont inclus dans le dossier, là, plus en détail pour ceux qui voudraient les consulter. Vous en faites la proposition? Oui. Et je l'appuie. Merci beaucoup, Mme Carignan. Merci. Aux affaires générales, Mme Pius. Oui, donc, premier item, c'est au niveau de la gestion du personnel, donc besoin d'une résolution pour accepter la liste du personnel engagé à titre de réserviste et d'occasionnel pour la période du 27 mai au 17 juillet. Il y avait trois postes. Ensuite, on va les faire tous. Parfait. Donc, ensuite, signature de contrat de travail. Donc, addenda au contrat de Mme Elisabeth Carrier afin de poursuivre l'inventaire des biens patrimoniaux de la Ville de Rouyn avant 1940. Cet inventaire doit être complété d'ici le 1er avril 2026. Ensuite, suite au départ à la retraite de Mme Charlène Ferron, c'est un contrat de travail avec cette dernière pour un accompagnement dans le cadre de l'exercice budgétaire ainsi que la préparation de diverses redditions de comptes pour les prochains mois. Ensuite, une modification à la politique de soutien aux activités physiques pour le personnel à temps partiel, sécurité des incendies. Donc, il y avait une petite correction qui devait être apportée à ce groupe d'employés. Ensuite, c'est la création d'un poste de médiateur culturel et littéraire à temps partiel à la bibliothèque de Rouyn-Noranda. Donc, c'est un remplacement de poste contractuel en un poste régulier, mais à temps partiel. Alors, un proposeur pour la gestion du personnel. J'en fais la proposition. Réal Beauchamp. Je l'appuie. Stéphane Girard. Merci. Les octrois de contrat. Oui, donc au niveau des octrois de contrat, le premier octroi, donc c'est pour des services professionnels visant un mandat d'évaluation des modes de gouvernance à la Ville en matière de développement économique. Donc c'est un contrat octroyé à la firme Raymond Chabot Grant Thornton au montant de 26 000. La firme présente a déjà fait des mandats similaires dans d'autres municipalités. Ensuite, toujours un mandat de service professionnel visant un accompagnement stratégique pour la réalisation d'un projet d'énergie renouvelable. Donc, c'est un contrat octroyé à la firme Raymond Chabot Grant Thornton au montant de 28 045, toujours taxe en su. Dans le même cas, c'est la même firme, mais pas nécessairement le même groupe d'experts avec lequel on va travailler. Et c'est une entreprise qui a réalisé un mandat similaire aussi avec des MRC dans ce cas-là. Ensuite, comme l'a mentionné Mme Dallaire, on a plusieurs projets qui sont en cours de réalisation. Donc, on avait octroyé, la Ville de Rouyn avait octroyé à CIMA, une entreprise en génie conseil, pour les services professionnels pour la réalisation des rues projetées de Jacques Bibeau. Donc, c'est un avenant qui doit être signé au contrat. C'est pour augmenter la caractérisation environnementale des sols, donc un complément, s'il vous plaît, au montant de 178 803 taxes incluses. À titre informatif, c'est un mandat initial qui est de 1 183 000 $. Même chose, donc toujours encore dans les développements, celui-ci pour le développement sénateur, notre projet justement en lien avec la relocalisation. Donc, c'est un avenant à CIMA, toujours du montant de 79 189, taxes incluses, pour la caractérisation environnementale des sols complémentaires, toujours pour s'assurer d'un développement harmonieux avec l'environnement. Dans ce cas-ci aussi, le mandat initial était de 931 081.
Si on poursuit encore avec les octrois de contrat, donc suite à une demande de prix lancée sur invitation le 9 juillet dernier pour le contrat de concassage d'asphalte et de gravier brut, donc c'est octroyé à l'entreprise de Rouyn-Noranda Agrégats Inc. au montant de 70 707,90 taxes incluses, étant la plus basse conforme. Ensuite, puisque une entreprise locale possède un broyeur spécialisé pour un type de concassage très particulier qui est en lien avec le concassage de béton qu'on a réalisé en 2025, c'est en fin de compte tous les travaux qu'on fait au niveau des travaux publics. On doit ensuite de ça, on récupère le béton, on va le concasser pour être en mesure de l'utiliser comme matériel de recouvrement. Donc, il y a une entreprise de Rouyn-Noranda qui possède le broyeur spécialisé pour réaliser. Donc, c'est pour octroyer le contrat à l'entreprise Agrégats Rouyn-Noranda Inc. Au montant de 73 894 taxes incluses. Dernier contrat octroyé, c'est pour faire suite à l'appel d'offres, dans ce cas-ci lancé publiquement, portant le numéro ENV, donc Environnement 220725, lancé par avis public le 3 juillet 2025. C'est pour la valorisation des boues déshydratés en géotubes situés aux stations d'épuration de Noranda-Nord et Évin, au groupe environnemental GFL Service Inc. au montant de 183 230 et 92 sous taxes inclus. Donc, ces travaux encore nous permettent justement de valoriser les boues pour éviter de les envoyer à l'enfouissement. Alors, pour ces octrois de contrat, un proposeur. En fait la proposition, Yves Trollet. Je l'appuie. Stéphane Girard. Merci beaucoup. Les ventes de terrain? Oui, donc dans ce cas-ci, les deux premiers, ce sont des réservations de lots. Donc, on a un promoteur immobilier à la ville de Rouyn-Noranda qui souhaite justement réserver des terrains pour faire des études d'implantation. Donc, la première, c'est réservation d'une partie des lots 6 508 159 et 6 508 161 au cadastre du Québec. C'est sur l'avenue Davy, à l'entreprise 95 45 05 57 Québec King pour une période de 12 mois. Toujours dans la réservation dans le même secteur, donc c'est la réservation des lots 6 137 502 et 6 360 964 au cadastre du Québec. Dans ce cas-ci, c'est boulevard Rideau et au coin de l'avenue Davy, toujours à l'entreprise, 1558 56 Québec Inc., soit le groupe Dion, pour une période de 12 mois, toujours encore une réservation des lots pour faire des études terrain. Ah, c'est un Canada Inc., excusez. Ça va faire pareil. Pas la même loi. Non, c'est ça. Excusez-moi. Donc, la prochaine... L'avocate t'a parlé. Oui. Donc, ensuite, c'est l'annulation d'une vente du lot 6 613 950 au cadastre du Québec qui était pour l'avenue No. En fin de compte, c'est pas un nouveau projet qu'on veut vendre, un nouveau terrain sur l'avenue No. C'était pour des fins d'agrandissement. Donc, étant donné qu'il y a un nouvel acquéreur, donc on va faire un contrat avec le nouvel acquéreur pour ce lot-là. Ensuite... Oui, on peut y aller. Oui. Dans le fond, oui. On prendra en bloc. OK. Ensuite, c'est une demande d'autorisation. Donc, Mme Dallaire l'a mentionné, mais toujours dans le cadre de projet de relocalisation du quartier Notre-Dame, la Ville réalisera le développement d'un écoquartier dans le secteur et on demande l'autorisation pour l'installation des utilités publiques souterraines dans le secteur de l'avenue Sénateur. Donc, c'est pour présenter une résolution afin de soumettre les plans aux utilités publiques. Ensuite, une dernière, c'est autorisation à IAM Gold pour réaliser des relevés cartographiques sur les lots 4 820 379 et 4 821 205 cadastre du Québec. C'est dans le rang du parc jusqu'au 31 octobre 2025. Alors, un proposeur pour l'ensemble de ces points? J'en fais la proposition, Claudette Carnian. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. Merci, Mme Pius. Pour les sujets des membres du Conseil, M. Côté. Oui, merci beaucoup, Mme Dallaire. Donc, je vous apprends rien, ou si vous ne savez pas, le tour de l'Abitibi. 2026 et 2027, la ville de Rouyn-Noranda, nous allons être la ville hôtesse. Surtout en 2026, ça va coïncider avec le 100e anniversaire de la ville de Rouyn-Noranda.
Donc, nous sommes fiers d'accueillir le Tour de l'Abitibi pour les 2 prochaines années. Madame Brindamour, mairesse de Val-d'Or, je tiens à vous rassurer, le tableau qui sert au transfert ou à la passation des villes hôtesses a été installé dans la salle du conseil, donc on ne devrait pas le chercher dans 2 ans. Vous m'avez bien averti de faire attention à ce niveau-là, donc c'est bien écouté. Je tiens à remercier la ville de Val-d'Or pour les 2 dernières années, le travail qu'ils ont fait à titre de ville hôtesse, mais à remercier le conseil d'administration, le comité organisateur et surtout les bénévoles. C'est un travail incroyable que de maintenir ou de tenir une activité de cette ampleur. Et je voudrais souligner, pour la première édition qu'il y a eu cette année, du Tour de l'Abitibi qui se déroulait du 11 au 14 juillet féminin. Oui. Donc, très belle initiative. Félicitations. Rouyn-Noranda va savoir relever le défi. On vous attend en 2026. En plus, on va fêter notre 100e. Donc, les coureurs, tout le monde, vous êtes la bienvenue à Rouyn-Noranda pour en 2026 et 2027 pour ces éditions. Merci. Merci, M. Côté. Merci de votre présence aux événements d'ouverture et de clôture du Tour. Je vous laisse continuer sur les demandes d'autorisation d'événements. Oui, donc le premier événement, le Boom Boom Town, qui se déroulera le vendredi 1er août jusqu'à 23h30. C'est une activité de musique avec DJ qui va se dérouler à l'intérieur de l'Église orthodoxe russe, organisée par la Corporation de la Maison du Mulon. Le deuxième événement, Vertical 08, qui est un festival d'escalade du vendredi 1er août jusqu'au dimanche 3 août au site du Guidou. Pour ceux qui ne savent pas, comme moi, c'était où? Donc, chemin Jason et chemin d'exploration, on se retrouve à finir au sud du lac du Parquet. C'est environ à une 40aine de kilomètres du centre-ville de Rouyn-Noranda, donc une activité d'escalade. Un barbecue du camp d'entraînement 2025, le lundi 11 août, de 16h à 20h, au chapiteau Jacques-Lapérière, organisé par les Huskies de Rouyn-Noranda. On parle environ d'une 150aine de personnes qui sont attendues. Vous avez le Raid Aventure Johannes, qui est une course de 5 à 10 km qu'on peut faire individuellement, en équipe, ou peut-être comme moi, à titre d'observateur. C'est une course à obstacles qui va se dérouler le samedi 23 août jusqu'à 18h30, ce qui est sur le territoire du parc Aventure Johannes et les chemins du club de l'Aventure Johannes, organisé par l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue. Vous avez le vernissage du début de saison à l'Écart, jeudi le 28 août, de 16h à 22h, à l'Écart, qui est au 167 avenue Murdoch. Et, pour terminer, non le moindre, la 23e édition du FME, du jeudi 28 août à 16h au dimanche 31 août, ça c'est pour les activités, mais la période de montage le 26, 27 et 28 août, et la période de démontage jusqu'au 6 septembre. Donc, les sites intérieurs et extérieurs, vous avez entre autres la 7e rue, l'avenue Carter. Donc, on vous attend en grand nombre. C'est un événement important. Il y a toujours des belles découvertes à faire à ce festival. Donc, ça fait le tour des activités, Madame la mairesse. Vous en faites la proposition. J'en fais la proposition. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. Aux affaires politiques, on a une demande de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, dont CPTAQ. On a une demande qui a été présentée par M. Sébastien Savard concernant les lots 4 381 999, 4 382 000 et 4 382 002 du Canada du Québec. Représentant une superficie de 11,54 acres, située en bordure du chemin du Buc et du rang Rochon, dans le quartier Baudry. Donc, la demande vise à agrandir les lots mentionnés dans le but de les utiliser à une fin autre que l'agriculture. Alors, suivant attendu que le comité consultatif agricole a émis une recommandation favorable à cette demande. Donc, le Conseil souhaite informer la Commission de protection du territoire agricole que le Conseil appuie la demande présentée par M. Sébastien Savard
Alors, ça me prend un proposeur et un secondaire. J'en fais la proposition, Stéphane Girard. Et je l'appuie, Louis Dallaire. Merci beaucoup, messieurs. Pour les procédures administratives, Mme Coderre, je vous laisse aller. Nous avons, premièrement, une servitude d'empiètement sur les lots 4 644 878 et 4 645 273 au cadastre du Québec, donc pour le 717 rue Simard, appartenant à Mme Sabrina Deschaines-Lauzon. Sur le lot 4 645 398 au cadastre du Québec, donc sur la rue Simard, donc la propriété privée empiète sur le cadastre de la rue qui appartient à la ville de Rouyn-Noranda. Donc, c'est pour autoriser l'octroi d'une servitude d'empiètement. Proposeur. J'en fais la proposition, Stéphane Girard. Et je l'appuie, Claudette Carnier. Merci. Ensuite, nous avons des emprunts au fonds de roulement pour les travaux publics et les technologies de l'information. Donc, un total pour les travaux publics de 45 000 et pour les technologies de l'information, un total de 19 600 répartis dans 4 projets différents. Un J'en proposeur. fais la proposition, Yves Trollet. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci. En 11.3, nous avons une résolution pour approprier à l'exercice financier 2025 et aux années subséquentes s'il y a lieu, un montant de 175 000 au net, des taxes à même la réserve foncière destinée à couvrir la vidange et l'élimination des boues usées pour les secteurs desservis par les infrastructures municipales d'épuration et de traitement des égouts pour le financement de l'extraction et la valorisation des boues municipales provenant des stations d'épuration de Noranda-Nord et des vins de type d'étang aéré de la ville. Proposeur. J'en fais la proposition, Yves Trollet. Merci. Je l'appuie. Merci. On est peu nombreux, nos noms reviennent souvent pour proposer et appuyer, mais on a quorum. Nous avons en 11.4 la ratification des ordres de changement émis dans le cadre de différents chantiers du 1er avril au 30 juin 2025. Donc, vous avez la liste. Un proposeur. J'en fais la proposition, Réal Beauchamp. Ah, c'est bon. C'est Bon, bon. donc, Et je l'appuie. M. Beauchamp, M. Dallaire. Oui. Nous avons en 11.5 une demande de permis de vente itinérante pour permettre aux entreprises de télécommunications de permettre aux citoyens, en fait, pour qu'ils puissent faire du porte-à-porte pour informer les citoyens de Rouyn-Noranda de l'existence du service amélioré de couverture Internet sur le territoire. Proposeur. J'en fais la proposition. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci. Et on a un procès-verbal de correction. Effectivement, il y a une coquille qui s'est glissée dans une résolution, la résolution 2025-489. On indiquait à un endroit la zone 3082 au lieu de la zone 2098 dans l'air. C'est juste pour modifier. On n'a pas besoin de résolution, oui? Oui. Oui. J'en fais la proposition, Réal Beauchamp. Je l'appuie. Merci, M. Girard. Ben oui. Là, on a les recommandations des conseils de quartier, on n'avait pas de points. On a l'approbation des comptes qui totalise ce soir un montant de 4 620 928 76 sous selon la liste qui vous a été fournie. Il manque mon collègue, là, mais voilà. Je fais la proposition, Yves Trollet. Et je l'appuie. Merci. Les avis de motion, Mme Coderre. Donc, en 14.1, le règlement modifiant le règlement 2024-1332 intitulé « Règlement sur le service de transport en commun de personnes sur le territoire de la ville de Rouyn-Noranda afin de modifier les circuits 1 et 2. » L'avis de motion est fait par... Moi. C'est assez. C'est bonne mère, là. Nous avons ensuite le règlement modifiant le règlement zonage 2015-844 de la ville de Rouyn-Noranda afin d'agrandir les limites de la zone 7117 vers le nord en même une partie de la zone 5090 dans le secteur du chemin du Chéneau dans le quartier Granada pour y inclure une partie des lots 3 433 138 et 4 847 845 au cadastre du Québec et pour y permettre l'usage résidentiel de faible densité. L'avis de motion est fait par... Je l'apprends. Sébastien. D'accord. Au niveau des règlements,
Nous avons l'adoption du règlement 2025-1388 modifiant le règlement 2021-1135 concernant les normes d'installation et d'utilisation des compteurs d'eau et l'utilisation de l'eau potable. On peut peut-être les faire En bloc, certainement. Projet de règlement modifiant le règlement 2024-1332 concernant le transport en commun des personnes afin de modifier les circuits 1 et 2. Ensuite, nous avons l'adoption du second projet de règlement 2025-1386, modifiant le règlement de zonage 2015-844 afin de prolonger la période de vente du marché public et permettre un plus grand nombre d'usages complémentaires à un usage agricole. Et finalement, nous avons le projet de règlement modifiant le règlement de zonage afin d'agrandir la zone 7117 à même la zone 50-90 dans le quartier de Granada. Alors, proposeur. J'en fais la proposition, Réal Beauchamp. Et un appuyeur. Et je l'appuie. Merci. La période de questions allouée aux journalistes après, OK. Avant la levée de la séance, peut-être vous informer que la prochaine séance du Conseil se tiendra le 11 août prochain et sera présidée par le maire suppléant, M. Sébastien Côté, puisque je serai absente à cette date. Alors, sur ce, on a besoin d'une résolution pour la levée de la séance. J'en fais la proposition. Claudette Carnet. Merci beaucoup à vous présents dans la salle du Conseil et vous à la maison. Bonne fin de soirée. Pas une proclamation possible.